Donc la dernière fois, je vous ai montré déjà le schéma en haut à gauche. Il faut noter, je ne vais pas refaire le schéma maintenant. Pour marquer qu'est-ce que vous pouvez dire de la longueur d'onde entre la gauche et la droite de l'ouverture. On peut dire d'après le schéma, vraisemblablement. La longueur d'onde, c'est quoi? C'est la distance entre les deux crêtes. Donc, qu'est-ce qui veut dire le schéma? Ça veut dire que si on fait la longueur d'onde, au voisinage d'une ouverture, elle ne change pas. Donc, notez-le sur votre schéma. Vous le faites au moins entre deux crêtes sur la gauche, quelque chose comme ça. Lambda. Lambda ne change pas. Si vous avez le même milieu à gauche et à droite, et en fait, la longueur d'onde ne change pas, la célérité ne change pas, la fréquence ne change pas. De manière générale, rappelez-vous en réfraction, en optique géométrique, vous avez déjà dit, dans le petit régulateur aussi, c'est pas parce que l'indice de réfraction change en optique que la fréquence change. Et ça, c'est lié au phénomène microscopique. La fréquence, c'est un invariant. Donc, la longueur d'onde ne change pas, la célérité ne change pas si le milieu reste le même. C'est le milieu qui détermine ses caractéristiques. Donc, la diffraction, c'est juste, dans certains cas, le fait que l'onde, ici on va parler de lumière, je vous rappelle que ça marche pour toutes les ondes, l'onde est éparpillée dans un petit peu toutes les directions, en sortie de l'ouverture, si la taille de cette ouverture n'est pas beaucoup plus grande que la longueur d'onde. Sinon, c'est négligeable. Et cette diffraction, en fait, existe tout le temps. Elle a un effet qui est plus ou moins important. Alors, la différence entre les deux schémas, ça je ne sais pas si j'ai eu le temps d'en parler un petit peu. Donc ici, c'est justement la taille de l'ouverture. Alors, si je l'ai passé au tableau, vous appelez petit a la taille typique de cette ouverture. Donc ici, le petit a il est grand, ici, le petit a est petit. Et ce qui va donc compter, c'est, je viens de le dire, est-ce que la taille petit a caractéristique, est-ce qu'elle est ou non très supérieure à lambda? Donc si vous avez petit a très supérieur à lambda, alors vous n'observez pas la diffraction, donc on va dire que la diffraction, les phénomènes de diffraction sont négligeables. Diffraction négligeable. Donc on va se placer dans ce cas, dans le cadre de l'optique géométrique. L'optique géométrique, c'est le cadre, c'est l'approximation des petites longueurs d'onde. Comme je l'ai indiqué déjà quand on a parlé d'ondes quasi-planes, l'approximation des ondes quasi-planes, ça revient à dire que l'indice de réfraction, par exemple, ne varie pas de manière sensible, en valeur relative, sur une longueur d'onde. Autrement dit, on considère des échelles de distance très grandes devant l'enveloppe. Alors, l'interprétation de cette diffraction, ça vous l'avez vu qualitativement aussi, ce que je viens de dire, en principe, vous n'avez pas vu son interprétation, puis vous n'avez pas vu les calculs qui sont derrière. On a juste donné une formule expérimentale, sûrement à la suite d'un TP, puis vous deviez utiliser ces... Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin, et pour ça, donc, on va se baser sur un premier modèle qui date... alors il y a la première étape, c'était environ au XVIIe siècle, la deuxième étape au XVIIIe, c'est assez vieux. Donc c'est le modèle de Huygens et Fresnel. Alors regardez le schéma qui est à droite. Et vous voyez, ce schéma, ça représente encore une fois une ouverture, c'est quasiment la même ouverture qu'ici. Alors qu'est-ce qu'il considère Huygens? Donc Huygens, au XVIIe siècle, il considère, pour interpréter ce phénomène, le fait que parfois l'onde continue tout droit, parfois elle est éparpillée. Pour interpréter, voilà ce qu'il dit. Chaque point de l'ouverture atteint par l'onde incidente se comporte comme une source secondaire ponctuelle. Et ces sources secondaires émettent des ondes sphériques, en tout cas vers la droite. Alors regardez, vous voyez, je ne sais pas si on les voit bien sur votre schéma, on voit des petites ondelets qu'on voit sur la droite. C'est quoi? Ce sont des ondes sphériques orientées vers la droite qui proviennent à chaque fois de l'un des points sources
sont des points fictifs, en fait, des points géométriques qui appartiennent à cette ouverture. Et bien, c'est dit, premièrement, l'enveloppe de ces ondelettes, vous voyez l'enveloppe, si vous prenez l'ensemble des petites ondelettes hémisphériques, l'enveloppe de ces ondelettes, voilà ce que ça a comme forme. Et bien, le front d'onde, il aura cette forme-là. Donc ça, c'est la contribution de Huygens à la diffraction. Je vous rappelle qu'à l'époque de Huygens, en fait, la théorie dominante de la lumière, c'était une théorie corpusculaire qui était due à Newton. Alors que Newton avait quand même du mal à expliquer pas mal d'expériences en optique, notamment en optique ondulatoire, on a quand même gardé un certain temps sa théorie corpusculaire parce qu'il avait avant quand même eu beaucoup de succès en mécanique. C'était un petit peu un argument d'autorité. C'est Huygens qui avait raison. Pour les expériences de l'époque, on pouvait avantageusement considérer que la lumière est une onde. Alors, donc c'est 1678. Huygens. 1678. Donc il considère que chaque point atteint par l'onde se comporte comme une source secondaire ponctuelle, donc comme c'est une source ponctuelle, ces sources ponctuelles émettent des ondes sphériques. Émission d'ondes sphériques. Voilà, ça c'est la première chose, sa première idée. Deuxième idée, l'enveloppe, c'est-à-dire la ligne qui est tangente en chaque point à l'une de ces ondes sphériques, cette enveloppe, c'est ce qui va donner le front d'onde de l'onde résultante. Donc ça c'est premièrement. Et deuxièmement, le front d'onde, un peu plus loin, hein, sur la droite, dans le sens de progression de l'onde, le front d'onde est donné par l'enveloppe de ces ondes secondaires. Voilà. Alors, bon, c'était quelque chose d'assez intuitif, il n'y avait pas de calcul là-dedans. Celui qui a commencé à en mettre un petit peu, à faire quelque chose de quantitatif, ça arrive beaucoup plus tard, c'est Fresnel, dont on a déjà parlé pour les systèmes interférentiels. Il a aussi beaucoup étudié la diffraction. D'ailleurs, je ne vais pas vous raconter dans ce cours des choses qui sont postérieures à Fresnel. Et même, Fresnel est allé beaucoup plus loin que ce que je vais vous raconter. Oui. Dans le cas de Huygens, il y a des interférences entre ces ondes ponctuelles, ces ondes sphériques. Tout à fait. Quand on dit l'enveloppe des ondes, ben, ça veut dire qu'on tient compte de la superposition de toutes ces ondes. On va prendre la courbe qui tangente dans chaque point la superposition de toutes ces ondelettes sphériques. Donc ça sous-entend des interférences. Donc finalement, vous voyez, c'est bien de le faire remarquer, parce que le principe dont on parle finalement, c'est que on va considérer la diffraction comme résultant d'une interférence entre une infinité de sources ponctuelles. Vous voyez, j'ai mis des petits points jaunes sur la figure, j'en ai mis quelques-uns, en fait, je devrais mettre sur tout le long de l'ouverture, je devrais mettre ces petits points sources. Il y en a en fait une infinité. Donc si vous voulez, la différence avec le cours sur les interférences qu'on a vu avant, c'est qu'on passe d'une quantité peut-être importante, en général on n'avait que 2 points sources, hein. Et on passe d'une interférence à éventuellement grand N onde à une interférence entre une infinité continue d'ondes. A priori, c'est des calculs qui sont plus compliqués. On va se restreindre à quelques cas simples et on va très utile pour l'optique. Alors, Huygens, il n'est pas mis encore de notions quantitatives derrière. Alors, Fresnel, 18e siècle, c'est 1818. Pour essayer de rendre les choses un peu quantitatives, il va écrire mathématiquement le fait que il va considérer qu'en un point P, alors regardez le schéma qui est à droite cette fois, en un point P, donc, qui n'est pas encore atteint par l'onde, vous voyez, eh bien, il va considérer que l'amplitude de l'onde en ce point-là va résulter de la somme
des amplitudes des ondelettes émises par tous les points sources dont je viens de parler. Donc vous avez en fait sur ce schéma, que vous pouvez coller aussi juste en dessous, vous y faire référence, vous avez les deux idées que je suis en train d'énoncer. L'idée du bien, c'est si je trace l'enveloppe des ondelettes émises par tous les points sources fictifs atteint à un moment donné par l'onde, eh bien, j'ai le front d'onde, c'est-à-dire j'ai la forme, si vous voulez, de l'onde à un instant plus tard. Ici, si j'attends une durée t, la vitesse de propagation des ondes dans le milieu, c'est v, la distance parcourue au bout de cette durée t, c'est vt. Ça, c'est vrai pour toutes les petites ondelettes émises par tous les points sources qui constitue le front d'onde à un instant donné. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image ici à gauche? Elle dit que, imaginez que cette surface qui est vitesse sigma, imaginez qu'elle soit infinie à gauche et à droite, vous avez donc une onde plane. Ben, on explique déjà avec ce petit dessin-là que si vous avez une onde plane à un instant donné, vous gardez une onde plane à un instant ultérieur. Ça correspond bien à ce qu'on connaît déjà. Si vous avez quelque chose qui est non limité vers le bas ou vers le haut, imaginez l'ensemble des ondelettes qui sont émises par tous les points sources sur cette ligne-là, eh bien, à un instant donné, si vous prenez l'enveloppe de ces ondelettes, vous avez bien encore un plan. Donc une onde plane reste bien une onde plane. Et donc Fresnel, lui, dit quelque chose d'un petit peu plus précis. Il dit si je veux connaître en plus l'amplitude de la perturbation d'un point P en avant, eh bien, j'ai qu'à faire la somme des amplitudes des ondes émises par tous ces points sources. Donc l'amplitude, alors vous même vous collez le schéma de P, l'amplitude en un point, au point P correspondant à le schéma, c'est quoi? C'est la somme des amplitudes des ondes émises par les différents points sources. Alors, déjà, avant de rentrer vraiment dans les calculs, pourquoi cette idée-là? Pourquoi ça peut permettre de comprendre ce qui se passe quand on ouvre peu à peu une petite ouverture? Pourquoi est-ce qu'on passe d'un cas de figure où l'onde est diffractée à un cas de figure où l'onde n'a l'air de se propager que dans la direction inverse? Alors je refais rapidement le petit schéma. Imaginez donc ici, avec cette idée-là toujours, avec cette idée que la petite ouverture ici, je suis en train de faire quelque chose d'analogue au schéma de gauche, la petite ouverture est tapissée de points sources que je vais représenter je prends deux des points sources qui appartiennent à cette petite ouverture. L'onde incidente, je vais la prendre donc, comme sur le schéma, je vais la prendre perpendiculaire à l'ouverture, et je considère juste deux de ces points sources. Bon, ben imaginez un point qui est ici, là, bien à gauche, qui ne devrait pas être atteint a priori par l'onde si on a une image corpusculaire de l'onde. S'il s'agit de corpuscules, ben soit ça passe pas. Si ça passe, ça continue tout droit. Alors comment se fait-il qu'ici, on ait quand même une onde d'amplitude non négligeable? Eh bien, si vous avez en tête que chacun de ces points sources émet des ondes sphériques, eh bien, l'onde émise par ce point et l'onde émise par ce point-là, juste en dessous, qui est très proche, elles vont se superposer. Et si la longueur d'onde est grande devant la distance entre ces deux points sources, elles vont se superposer quasiment en phase au point P. Ici, donc la distance, je vais l'appeler epsilon, entre les deux points sources que je viens de dessiner. Cette distance epsilon, elle est très petite devant la longueur d'onde. Dans le premier cas de figure. Donc, les deux ondes vont se superposer en provenance de ces deux points sources que je viens de représenter en jeu. Elles sont quasiment en phase quand elles arrivent en P. Donc, dans ce cas, les deux ondes émises par, allez, je les note S1, S2, mettons.
par S1 et S2 arrive quasiment en phase en P. Donc en phase, ça veut dire superposition constructive, donc on aura une amplitude non nulle en P. L'amplitude au point P sera différente de 0. Bon alors, comment, toujours avec cette idée-là, peut-on expliquer le fait que si on ouvre trop la fente, l'ouverture, on n'est plus la même chose. Voilà, je redessine les ondes incidentes, et puis l'ouverture qui est maintenant grande devant la longueur d'onde. Je reprends le cas d'un point P ici. Eh bien, ce point P, il va être atteint par donc, toutes les ondes provenant de tous les points là, qui tapissent cette ouverture. Alors j'en prends deux, comme ça, qui sont écartés de une demi-longueur d'onde, ou une longueur d'onde, ou un peu plus, quelque chose de l'ordre de grandeur de longueur d'onde. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ici, par exemple, pour fixer les idées, imaginez que les deux sources soient à peu près écartées d'une demi-longueur d'onde. Si je prends un point P vraiment dans une direction très inclinée par rapport à la direction de l'onde incidente, les distances que je vais noter, alors ici j'aurais introduit les noms S1 et S2, les distances S2P et S1P, S2P moins S1P, cette distance, elle est de l'ordre de la longueur d'onde. On pourrait imaginer, carrément, précisément, imaginer qu'elle soit égale à lambda sur 2. Donc, elle est supérieure ou elle peut être égale de l'ordre de lambda sur 2. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, parmi tous les points sources qui tapissent l'ouverture, eh bien, vous en avez un grand nombre qui vont produire des ondes qui vont arriver en opposition de phase en P. On aura, parmi toutes les ondes qui sont émises par ces points sources fictifs qui tapissent l'ouverture, vous en avez un très grand nombre qui vont fabriquer des ondes qui se superposent destructivement au point P. Donc, dans ce cas, nombreuses interférences destructives en P si l'ouverture est grande devant la longueur d'onde. Vous avez noté petit a, comme je vous l'ai dit, petit a, la taille typique de l'ouverture. Voilà. Alors, là, on vient d'expliquer le fait que dans le schéma du milieu, je n'ai pas d'amplitude, je n'ai quasiment aucune amplitude, là où je suis en train de mettre le doigt. Comment se fait-il qu'on ait quand même une onde dans la direction de l'onde incidente? Là, si vous prenez un point qui est... Malheureusement, je n'ai pas ça. Imaginez que je prenne un point qui est bien dans l'axe, là, exactement sur la médiatrice. Je l'appelle Q. Eh bien, à chacun des points sources, prenez par exemple S1, je peux associer le point source symétrique ici de S1 par rapport au milieu de l'ouverture. Et donc, par symétrie, si Q est sur l'axe de symétrie, sur la médiatrice, ben vous avez toujours la même distance S1Q et S3Q, mettons. Et donc vous avez, en fait, dans la direction de l'onde incidente, vous voyez géométriquement, vous avez en fait une petite différence de marge. Là, j'ai pris le cas exact où S1Q est égal à S3Q, mais pour tous les points qui tapissent l'onde, si vous regardez dans une direction qui est à peu près la perpendiculaire, qui est la direction de l'onde incidente, la perpendiculaire au plan des sources, eh bien vous avez des toutes petites différences de marge. Donc les ondelettes qui sont émises par les différents points ici se superposent quasiment toujours constructivement dans la direction de l'onde incidente. C'est comme ça qu'on explique que dans cette direction, on observe quand même une certaine amplitude. Même ça, je vous réponds. En P, si A, si A, en bas. Par contre, ces interférences restent constructives.
dans la direction de l'onde incidente. Donc, par exemple, au point Q. Oui, Jean. Si je prends S4, peut-être que S1, S4, ce soit de l'ordre de lambda. Si je pose un autre point. Oui, s'ils sont de l'ordre de lambda, vous avez encore des interférences constructives. Vous avez juste entre ces deux points. Et pour dire autrement, si vous avez une grande ouverture, vous avez un très grand nombre de points qui vont émettre des ondes qui ne se superposent pas constructivement au point P. Par contre, vous ne pouvez pas faire ça si vous avez une toute petite ouverture. Si la taille de l'ouverture est petite devant lambda, bien, vous ne pouvez pas les écarter suffisamment. Hein, la différence de marche au point P sera toujours inférieure à la taille de cette ouverture. Donc, vous aurez des superpositions qui seront forcément en bonne partie constructives dans ce point P. Voilà, donc voilà pourquoi, quand on a une grande ouverture, grand ça veut dire quoi? Très grand devant la longueur d'onde, vous n'avez une amplitude appréciable que dans la direction de l'onde incidente, pas ailleurs, alors que si vous avez une ouverture qui est petite, et à la limite si elle est même petite devant la longueur d'onde, ben là vous avez une amplitude non nulle partout. Et bien sûr, quand vous ouvrez peu à peu cette fente, cette ouverture, bien, vous avez tous les cas intermédiaires. C'est bon? Oui. Ça veut dire que quand l'ouverture est grande, il y a des endroits où il y a aucune onde. Quand l'ouverture est grande, j'ai pas compris la fin. Des endroits où il n'y a aucune onde. Exactement. Quand l'ouverture est grande, là j'ai mis tout à l'heure le doigt ici pour vous dire, ici, l'amplitude de l'onde est quasiment nulle. Et juste sur votre schéma, pareil, quand l'ouverture est petite, il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Alors, tout dépend ce qu'on appelle petite. Si vous prenez le cas limite où la taille de l'ouverture est de l'ordre de lambda ou petite même devant lambda, dans ce cas vous en avez partout. Et après c'est pour ça que je dis que vous avez tous les cas intermédiaires. Quand vous ouvrez peu à peu la fente, eh ben, imaginez bien quelle est la situation intermédiaire entre j'ai de l'amplitude partout et la situation où vous en avez que dans la direction d'ouverture, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est ce qu'on va quantifier maintenant. Là c'est quand même quelque chose de qualitatif, c'est juste pour vous expliquer comment Huygens et Fresnel ont eu l'idée d'expliquer la diffraction. Et après, la Fresnel est rentrée dans les calculs. Ce qu'on va faire maintenant. Là, c'était juste une idée qualitative. Est-ce que ça va pour cette idée-là? Alors, sachez quand même, avant que je fasse les calculs, que aujourd'hui, on sait que la lumière est une onde électromagnétique, et donc pour faire un raisonnement complet des jeux qui permet de retrouver la diffraction, il faut partir de l'électromagnétisme. Ça existe aussi, ce qu'on appelle la théorie de Kirchhoff. Et c'est assez costaud, hein, du point de vue de l'électromagnétisme, et puis du point de vue des mathématiques qui sont derrière, vous n'avez pas tous les éléments mathématiques pour suivre les démonstrations de Kirchhoff. Et de toute façon, en pratique, ça ne servira pas pour expliquer tout ce qu'on peut expliquer, par exemple, dans des séances de travaux pratiques en prépa. Donc, on va se baser sur la démonstration de Fresnel. Pour calculer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'amplitude qui est diffractée dans une certaine direction par rapport à l'onde incidente. On est habitué à la notation complexe, on va calculer en notation complexe l'amplitude diffractée au niveau du point P. Donc le P, c'est le point d'observation que je viens d'indiquer sur cette figure. Alors, je refais rapidement le principe. Donc vous avez les points sources fictifs qui tapissent l'ouverture. Je vais les noter P indice I. Je vais considérer uniquement une onde plane, incidente, on pourra généraliser après, onde lumineuse, enfin ça peut se généraliser comme je l'ai dit sans aucun problème à d'autres types d'ondes. Et donc le point P, voilà, il faut qu'il soit ici. Alors, si on considère un petit élément de surface autour du point P, un point, c'est infiniment fin, donc il faut une certaine étendue pour pouvoir parler de l'amplitude émise par ce point. Je considère un petit élément de surface centré sur PI. Ce petit élément de surface, je veux dire qu'il émet une amplitude, il va produire une amplitude que je vais noter dA au point PI. Petite amplitude
due à l'élément de surface qui entoure le point P. Bon, une fois que cette onde est créée au point PI, alors on va l'expliquer après. Une fois qu'elle est créée ici, ben, il va falloir qu'elle se propage jusqu'en P. Alors on a une onde progressive, plus une onde sphérique. Donc vous savez que dans le terme de phase, vous avez oméga t moins k fois r. Alors le r c'est quoi? Ben, c'est cette distance PI, P. Donc le terme exponentielle j oméga t, terme dépendant du temps, on va l'intégrer dans dA de PI, et le terme de propagation, je l'écris maintenant, exponentielle moins j k PI, P. Et il va falloir faire la somme, ça c'est des freinettes, la somme de ces amplitudes élémentaires sur tous les points qui tapissent l'ouverture. C'est ce que je fais ici. J'écris somme pour les points PI appartenant à l'ouverture. Alors, maintenant j'explicite déjà le premier terme. DAPI. L'amplitude émise par le point PI. Alors il est assez naturel de considérer que cette amplitude est proportionnelle à l'élément de surface, l'unité ds de PI, petit élément de surface qui entoure le point PI, que je considère. C'est une onde, alors j'avais dit qu'on intégrerait le terme exponentiel j oméga t dans ce terme-là. Et cette onde elle a une certaine amplitude. Bon, ici j'écris l'amplitude au point P égale directement. Alors, en fait, je vous réponds juste après. Quand je dis égal, c'est proportionnel à. Pourquoi il y a un facteur de proportionnalité? Ben, ne serait-ce que parce que s'il s'agit d'une onde sphérique, ben, je vous rappelle que c'est l'amplitude des ondes sphériques, elle varie en 1 sur R. Donc ici, il y a un facteur de proportionnalité qui dépend en principe de la distance entre le point où j'observe et le plan de l'ouverture. Bon, comme on va placer des écrans qui seront en général parallèles à l'ouverture, ben, cette distance R elle ne va pas trop varier. Donc je vais considérer que partout sur le plan, vous pouvez observer, là on aura quasiment la même amplitude. Hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait pour les interférences. L'intensité lumineuse varie beaucoup quand on observe des interférences, quand on déplace sur l'écran, pas parce que l'amplitude des ondes varie, c'est simplement parce que la différence de phase entre les deux ondes qui se superposent varie vite. Alors oui. C'est que l'amplitude au point PI, Oui. elle n'est pas la même tous les points qui se situent sur. Voilà. Ici. C'est la même. Alors, C'est c'est ce que je vais. C'est ce que je vais préciser maintenant, j'y reviens tout de suite. Vous avez une autre question? K, c'est donc une constante de proportionnalité. Voilà, proportionnelle à. Ben, ça représente juste le fait que l'amplitude est proportionnelle à. Voilà, constante de proportionnalité. Alors, est-ce que tous les points PI émettent avec la même amplitude? Ben, on aurait tendance à dire oui, parce que vous voyez ici j'ai une onde qui arrive. C'est une onde plane qui arrive. Donc tous les points PI qui vont réémettre des ondelettes sphériques, ils sont atteints au même instant par la même onde avec la même amplitude. Donc dans le cas général, en pratique pour tous les calculs qu'on fera ensuite, on va considérer que ces amplitudes, elles sont identiques pour tous les points PI. Alors, maintenant, il arrive dans certains exercices qu'on se dise, bon, en fait, c'est pas vraiment une ouverture, c'est pas un trou qu'on a, on a placé ici, par exemple, une lame de verre d'une certaine épaisseur. Qu'est-ce que ça va faire une lame de verre? Même si on suppose qu'elle est parfaitement transparente, ça va introduire un retard des ondes qui sont réémises par rapport aux ondes incidentes. Donc, en général, en toute généralité, mais je vais vite me dépêcher d'enlever ce terme qui complique les choses, en général, il faut multiplier tout ça par un facteur de transmission de l'ouverture qui est a priori complexe. Parce que si on considère, si on est en notation complexe, considérer un retard introduit par une lame de verre, par exemple, ça revient à introduire un déphasage. Donc, fonction de transmission qui sera, en général, pour nous,
égale à 1 partout sur l'ouverture. C'est-à-dire que tout passe. Donc, avec T égale 1, tout simplement, pour un trou dans un écran. C'est ce qu'on considérera par la suite. Alors, donc je pourrais écrire cette amplitude au point P, donc c'est une superposition, c'est une interférence. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette intégrale? En fait, on est en train de faire une superposition d'une infinité d'ondes, parce que les points PI, il y en a une infinité continue sur cette ouverture que je viens de noter sigma. Donc qu'est-ce que c'est que sigma? C'est l'ouverture là que je mets maintenant en pointillé. C'est ça le sigma. Donc, voilà. Alors, comme d'habitude, pour les intégrales, je sors tout ce qui est constant. Oui. Je ne comprends pas les termes qui sont dans AP. Ici, là. Alors, je répète, il s'agit d'un problème d'interférence, de l'interprétation de Fresnel que je viens d'effacer, de la diffraction. Ça consiste à dire que l'amplitude qui est diffractée au point P, c'est-à-dire qu'on va retrouver au point P, c'est en sortie de l'ouverture diffraction. Cette amplitude, c'est une superposition intégrale, somme, superposition des amplitudes des ondelettes émises par tous les points PI appartenant à l'ouverture. Donc pour tous les points PI, je vais sommer les amplitudes en P dues à toutes ces ondelettes. Chacune de ces ondelettes sphériques. Qu'est-ce que c'est qu'une ondelette sphérique? Vous avez, pour la décrire mathématiquement, vous savez qu'il y a un terme de propagation, le terme de la propagation, c'est exponentielle J oméga T moins K fois R. D'accord? Alors, je laisse tomber le 1 sur R qui est devant, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va placer un écran de toute façon loin de l'ouverture, et sur l'écran, la distance, ce facteur-là, il va, en valeur relative, il va très peu varier. Il va jouer aucun rôle. On a fait la même chose pour les interférences. Alors, quelle est l'amplitude de l'ondelette émise par un point PI donné? Cette formule ici, elle dit que, et comme c'est assez naturel de le considérer, cette amplitude est proportionnelle à l'élément de surface, ds, qui entoure le point PI. Considère un petit élément de surface ds qui entoure le point PI. Si je prends une surface 2 fois plus grande, ça va émettre une amplitude 2 fois plus grande. C'est assez naturel. Bon. Ensuite, le terme exponentiel j oméga t, lui, je l'intègre ici. D'accord? Et donc ce que je décris avec exponentiel j oméga t moins kr, c'est exponentiel j oméga t moins k fois p du p, c'est ça le r, c'est la valeur de r. Ce que je décris là, c'est la propagation de cette onde émise, de cette ondette sphérique émise par le point PI jusqu'au point P. Voilà. Ensuite, je dis que l'amplitude est proportionnelle à l'élément de surface, donc il faut que j'introduise une constante de proportionnalité. Et ensuite, je rajoute T, simplement pour tenir compte du fait que si on n'a pas juste un trou, si l'ouverture, c'est pas juste un trou dans un carton, mais si c'est un bout de verre, eh bien vous aurez un déphasage introduit par ce bout de verre. Donc entre l'entrée et la sortie. Donc, ou alors, par exemple, imaginez que ce soit un morceau de papier calque. Le papier calque qui ne va pas laisser passer toute l'amplitude incidente. Donc le T sera réel dans ce cas, mais intermédiaire entre le 0 et 1. D'accord? Oui. Le terme qui décrit le fait que chaque point pays ne fournit pas la même amplitude, c'est dans le terme A. Non. C'est le terme T. T dépend de pays. T, c'est quoi? On pourrait dire, par exemple, c'est en fait d'où vient le mot T, c'est T comme transparence. C'est ce qu'on appelle la transparence de la pupille diffractante. Alors, nous, ce qu'on va considérer, c'est juste une ouverture parfaite. C'est-à-dire que le T, je répète, il sera égal à 1. On va considérer que toute l'onde incidente, toute l'amplitude de l'onde incidente est émise. Si vous avez un morceau de papier calque à la place de l'ouverture, ça va laisser passer de la lumière, mais ça peut la laisser passer par exemple que 50% de l'amplitude incidente. Dans ce cas, l'amplitude devra 0,5. Voilà. C'est cette fonction de transparence. Imaginez un morceau de papier calque, mais vous avez fait un petit dessin dessus.
ben, la fonction, là où vous avez mis de l'encre, la fonction de le t va être tout petit, 0,1. Là où il n'y a pas d'encre, le t va être égal à 90%, 0,9. Voilà l'idée. C'est bon? Bon, c'est vrai, effectivement, il vaut mieux passer du temps sur le début du calcul pour que vous ayez quand même une bonne idée de ce que signifie chacun des termes. C'est bon maintenant sur ça? Alors, j'ai une intégrale, donc je sors bien sûr de l'intégrale tous les termes qui sont constants. Donc dans A, j'ai quoi? J'ai toujours le facteur de proportionnalité de K. Ensuite, j'ai A. Et ensuite, T, éventuellement, T dépend de pays. Allez, je mets a priori la transparence de la pupille dépend de l'endroit où je regarde. T de pays. Donc je vais le laisser pour l'instant en intégrale. Juste après. Je prends pour l'instant cas général, et puis après je dirais, bon, maintenant on considère un trou, et on l'enlèvera. Donc, T de pays. Voilà. Ensuite, l'exponentielle j oméga t. Le terme exponentielle j oméga t ne dépend pas du point PI. Or, quand j'écris intégrale, c'est une intégrale sur l'ensemble des points PI qui tapent l'ouverture. Donc c'est indépendant du temps. Autrement dit, l'exponentielle j oméga t, je peux le sortir de cette intégrale sur des points PI. Donc qu'est-ce qui reste avec ça? Il reste t, il reste exponentielle moins j k fois pi p, et il reste l'élément de surface ds qui entoure le point pi. Alors maintenant, je vais considérer, allez, je vais l'écrire maintenant, à partir de maintenant, et puis on reviendra à cette formule dans d'autres exercices, à partir de maintenant, et c'est égal à 1 pour l'ouverture. Voilà, on fait cette hypothèse simplificatrice, c'est-à-dire qu'on va considérer à partir de maintenant simplement un trou dans un écran. On ne considère pas, par exemple, le monde qui traverse un papier calque sur lequel on aurait dessiné quelque chose. Voilà, on simplifie. Donc, t égale 1 dans l'ouverture, et puis on peut considérer t égale à 0 ailleurs. T égale à 0 ailleurs. Donc, sur le carton qui borde cette ouverture. Voilà, est-ce que c'est bon jusque-là? T égale 0, physiquement, c'est transparence nulle. C'est-à-dire que vous avez une onde qui arrive dans un carton, elle ne ressent pas de l'autre côté. Alors, à partir de maintenant, autre simplification, et je la justifierai après dans la pratique, on va considérer que le point P il est très éloigné du plan dans lequel on a fait un trou. Le point P est très éloigné de ce plan-là. Et maintenant, grand B, diffraction à l'infini. Donc j'ai toujours une onde incidente normale, onde plane incidente. Normale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'ouverture. Et donc je considère que j'observe, de calculer, l'idée c'est de calculer l'amplitude diffractée, c'est-à-dire envoyée vers, si vous voulez, un point P, qui se situe, bon je le dessine moi bien sûr à chaque minute, et qui se situe très loin. Voilà. P. Alors, s'il se situe très loin, je ne vais pas le représenter comme ça, d'ailleurs je vais représenter deux rayons qui sont émis dans la direction du point P, qui se situe à l'infini, comme en optique géométrique. Très loin, c'est par exemple la Lune, on va considérer que la Lune, tous les rayons provenant d'un point de la Lune sont parallèles entre eux. Alors,
j'ai introduit, vous voyez, sur l'ouverture, j'ai introduit un point référence qui va permettre de faire le calcul de cette amplitude diffractée. Donc, je considère un point P très éloigné. S'il est très éloigné, ça devient que les vecteurs d'onde de toutes les ondes qui sont émises à partir de ces points que j'ai notés PI, et à partir du point O d'ailleurs aussi, tous ces vecteurs d'onde sont parallèles entre eux, qui pointent dans la direction de ce point qui est à l'infini. Donc tous les vecteurs d'onde, les vecteurs K, sont parallèles entre eux, puis en plus ils ont la même langue, on est dans l'air. Donc ils sont en fait identiques. Autrement dit, je peux réécrire l'amplitude émise dans la direction de P comme ceci. Alors, je vais simplifier un petit peu, le terme qui est devant, je vais l'obtenir tout le long, donc je vais le baptiser. C'est une constante. Point de vue du point P, des points PI. Hein, quand je fais une intégration sur l'ensemble des points PI, je fais une intégration sur le temps. Donc par rapport à ces points PI sur lesquels je vais intégrer, le temps c'est une variable indépendante. Donc ça je considère pour ce calcul-là, je considère que tout ce terme-là c'est une constante pour mon intégrale. Donc cette constante, j'ai le droit de la baptiser alpha, et il me reste donc à semer encore sur tous les points PI qui cassent l'ouverture, donc le terme qui est à droite avec T est égal à 1 sur l'ouverture. Moi je ne somme ici que sur les points PI appartenant à l'ouverture que j'ai baptisé sigma. Donc pour tous ces points-là, la fonction de transparence c'est 1. Alors, donc alpha, j'ai mis devant. Ensuite il me reste exponentielle moins j. Alors, K fois PIP, j'ai le droit de l'écrire sous la forme d'un produit scalaire, parce que vous voyez, le vecteur K et le vecteur PIP sont collinéaires. Donc, K fois produit scalaire PIP fois l'élément de surface. Alors maintenant, PIP, qu'est-ce que c'est que le vecteur PIP? J'ai toujours le droit d'écrire, relation de Chasles, PIP égale PIO plus OP. Et j'insère ça dans cette intégrale. Imaginez que je l'insère dans mon intégrale, dans le produit scalaire. Quel est le terme? Si je remplace le vecteur PIP par cette somme-là, quel est le terme qui ne dépend pas de PI? C'est le terme de droite. Autrement dit, s'il ne dépend pas du point PI d'intégration, je vais devoir le sortir de l'intégrale. Donc j'appliquerai la formule suivante. Donc, l'amplitude diffractée dans la direction du point P, caractérisée justement par ce vecteur d'onde K. Qu'est-ce que c'est? C'est donc proportionnel à exponentielle. Alors, regardez dans ce terme. Exponentielle moins JK scalaire OP. Là, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale. Exponentielle moins JK scalaire OP. Et il reste à faire encore la somme pour tous les points sources fictifs appartenant à l'ouverture du terme qui reste en exponentielle, donc exponentielle moins JK scalaire P I O. Voilà. Bon, bien sûr, ça je peux le réécrire aussi, exponentielle plus JK fois plus JK scalaire OPI. Voilà, donc on va être amené pour différentes géométries de l'ouverture à calculer cette intégrale-là. Alors, avant de faire ça, je voudrais vous montrer quand même que il n'y a pas forcément besoin en pratique d'aller observer sur un écran qui est extrêmement loin du plan d'ouverture. En pratique, rappelez-vous, quand on fait des interférences à l'infini, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de placer un écran extrêmement loin des sources, on utilise une lentille convergente. Je vais vous montrer que si on met en équation ce problème, on retrouve de toute façon cette intégrale-là. Donc, l'idée qui est derrière,
c'est de calculer l'amplitude diffractée au point P, puis pour passer à l'intensité, je vous rappelle que l'intensité est proportionnelle au module carré d'amplitude. Donc, si on arrive à calculer cette intégrale-là, on aura l'intensité. Et les variations de l'intensité en fonction du vecteur d'onde K, c'est-à-dire en fonction de la direction d'observation. Alors, remarque, en pratique, on observe à l'infini, dans le plan focal image, une lentille convergente. On l'observe à l'infini dans le plan focal image d'une lentille convergente. Comment ça marche? Eh bien, on a notre ouverture diffractante ici. Je redessine rapidement un des points P qui le point O origine. Je dessine les deux rayons, j'ai fait en vert, qui pointent dans la même direction, la direction d'un point qui est à l'infini, très loin, et je vais dessiner une lentille convergente devant. Voilà, mettons que l'axe de la lentille convergente correspond à peu près au centre de l'ouverture. Voilà, ici, je dirais le centre de la lentille. Imaginez que la focale de cette lentille, ce soit F1, et la distance entre ce point-là et le point focal image F'. Dans ce cas, je vous rappelle que pour savoir à quel endroit sur l'écran vont interférer ces deux rayons incidents sur la lentille, il suffit d'utiliser un rayon qui passe par le centre de la lentille qui est parallèle au premier. Voilà. Voilà comment j'en ai vu le point de croisement. Donc en fait, le point P à l'infini, ça va être un point concrètement du plan focal image de cette lentille. Alors, comment j'adapte le petit calcul que j'ai fait avant? Eh bien, je vais introduire, comme on l'a fait pour les sandwichs par exemple, ou pour les mémoires des planètes, je vais introduire le projeté orthogonal du point PI sur le rayon en provenance de O. Ce projeté orthogonal, mettons, je l'appelle H. Alors, comment adapter la formule précédente? Dans ce cas-là, je vais écrire que l'amplitude au point P, elle est proportionnelle à la somme de exponentielle moins JK fois, alors c'est plus la longueur simplement PI, P qui m'intéresse, c'est le chemin optique PI, P. K c'est quoi? C'est le nombre d'ondes dans le vide. Hein, je vous rappelle donc pour cette formule-là. C'est 2pi sur lambda dans le vide. Et ça, c'est le chemin optique. Je rajoute des L de PI. Alors, comment je peux transformer ce chemin optique pour faire un calcul analogue à ça? Ben, je peux dire que PI, P, si on veut utiliser le point H que je viens d'introduire, est-ce que vous pouvez me rappeler à quoi est égal le chemin optique PI-P? Comment est-ce qu'on peut l'exprimer autrement? C'est égal à quel autre chemin optique? Voilà, c'est égal à HP. On a justifié plusieurs fois. Or, qu'est-ce que c'est que HP? Je peux aussi dire que c'est égal à OP moins OH. Or, entre O et H, on est dans l'air. On ne traverse pas une lentille, on ne traverse pas un milieu d'indice de réfraction variable. Donc, OH, c'est tout simplement la distance OH. OP moins la distance OH. Et OH, on peut encore l'exprimer autrement. Qu'est-ce que c'est que cette distance OH si on a déjà introduit le vecteur d'onde K? Alors, je vais le refaire en une couleur, on voit. Le vecteur d'onde K. Alors, je vais peut-être utiliser, allez, mettons, d'abord le vecteur unitaire, que je vais noter U, donc vecteur de longueur unité, et qui donne la direction de ces rayons. Et bien vous savez que OH, c'est égal à OPI, produit scalaire, avec ce vecteur U, projeté orthogonal, un produit scalaire, une cosinus qui intervient là. Bon,
Qu'est-ce que c'est que ce vecteur unitaire U? Donc c'est un vecteur de norme unité, de norme 1, et qui a la même direction que le vecteur d'onde K, la direction dans laquelle j'observe. Donc c'est en fait le vecteur K divisé par la norme de K. Ben voilà ce que je vais remplacer. Remplacer PIP par l'expression que j'obtiens ici. Qu'est-ce que ça donne? Donc dans le cadre toujours d'une lentille, qu'est-ce que ça donne? L'amplitude diffractée dans la direction de P, c'est donc proportionnel à la somme, de PI dans l'ouverture, de exponentielle moins JK. Et là, je vais remplacer donc le chemin optique PIP parce que je viens de calculer. PIP, c'est chemin optique OP moins OH, et OH, c'est ça. Donc, ça nous donne chemin optique, alors, chemin optique OP moins OPI produit scalaire K sur norme de K. L'intégration, c'est l'élément de surface que je prends autour du point P. On va pourquoi OH est égal à OPI scalaire. Alors, ok, bah alors, vous allez retrouver, regardez, je vous fais le schéma ici. Ça, c'est juste des mathématiques. Vous allez retrouver tranquillement chez vous le fait que OH est égal à U scalaire OM si H est le projeté orthogonal de M sur la droite delta dans la direction du vecteur. Refaites-le tranquillement chez vous, c'est juste une histoire de géométrie élémentaire avec un cosinus. Oui. Oui, vous avez remplacé Cascade PIO par PIP, le schéma optique, il ne faudrait pas diviser par N le coefficient de Guillemet. Alors, quand j'ai remplacé quoi? Au-dessus, là, je crois que Oui. j'ai remplacé directement Cascade PIO par PIP. Il ne faudra pas diviser par N. Non. Ici, ça c'est le vecteur d'onde dans le vide. Deux pics sur lambda dans le vide, et ça c'est le chemin optique, hein, donc qui intègre l'indice de réfraction. Vous voyez la formule que j'ai écrite dans le cours avant, sur les avant même les interférences. C'est bon? Alors, comme d'habitude, je sors d'une intégrale tout ce qui dépend pas de la variable d'intégration, c'est-à-dire ici du point PI, et donc ça me fait que l'amplitude diffractée dans la direction du point P à l'infini, entre guillemets, c'est-à-dire en pratique dans le plan focal image de la lentille, c'est donc proportionnel à alpha exponentielle point JK fois chemin optique OP. J'ai un seul point O, donc je peux sortir de l'intégrale. Le point P est bien défini, et il reste dans l'intégrale. Somme sur les points PI, les éléments de surface autour de ces points PI, de exponentielle J. Alors, vous voyez ici, vous avez K, le numérateur et le dénominateur. Donc les deux s'en vont. Il reste donc J, K, scalaire, O, PI. Voilà. Si vous comparez à l'intégrale qui est ici, c'est exactement la même intégrale. Puisque moins K scalaire PIO, c'est bien sûr pareil que K scalaire O, PI. Donc, en pratique, il suffira de calculer cette intégrale-là avec le point PI, qui est le point courant d'intégration sur la pupille, et tout le terme qui est devant, ben, je peux le noter bêta, ça sera une constante. Alors, c'est un terme qui varie dans le temps, de manière sinusoïdale, exponentielle j oméga t, et c'est constant par rapport à la variable d'intégration, qui est le point PI sur la surface, sur l'ouverture. Donc, je pourrais, puisque moi, si je vais m'intéresser uniquement aux variations relatives d'intensité, je pourrais toujours baptiser ce qui est devant par une constante. Voilà, je l'appelle bêta, et en fait, peu m'importe la valeur de ce bêta. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment va varier l'intensité ou l'amplitude quand je change de point unique d'observation, c'est-à-dire quand je change la direction des rayons considérés. Voilà. Alors, dire qu'on observe à l'infini, comme ça,
je vais l'écrire dans le titre, ça s'appelle faire une étude de diffraction de Fraunhofer. C'est une approximation, diffraction à l'infini. Alors je l'ajoute, quand même que vous connaissiez le mot, ou diffraction de Fraunhofer. Autre façon de voir ça, ici, vous avez une onde qui arrive, j'ai dit c'est une onde plane qui est normale à l'écran et à l'ouverture. Donc en fait, on peut considérer qu'elle est constituée d'un ensemble de rayons qui proviennent de l'infini dans la direction horizontale. Autrement dit, on peut considérer que ça provient d'un objet, au sens de l'optique géométrique, un objet qui est à l'infini. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On va observer l'intensité sur les différents points P ici de l'écran qu'on a placé dans le plan focalinal d'une lentille convergente. Or, si j'ai un objet à l'infini, où se trouve normalement l'image de cet objet à l'infini, sur une lentille convergente comme ça, elle se trouve au niveau du point F'. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de calculer, on va le faire sur deux exemples relativement simples, on va calculer maintenant l'amplitude qui est diffractée au voisinage de l'image géométrique due à cet objet qui est à l'infini. Donc là, on a une seule lentille, un objet à l'infini, et on calcule l'amplitude diffractée au voisinage de son image géométrique. Ça se généralise aussi assez facilement en mettant deux lentilles, une avant l'écran, une après l'écran, au cas d'objets qui sont à distance finie. Autrement dit, l'intérêt en fait de la diffraction de Fraunhofer, c'est de calculer ce qui est responsable, ce qui est dû à la diffraction dans le cadre de l'optique géométrique. En optique géométrique, vous avez des objets, un système optique constitué de lentilles et des images. Et bien ce dont on n'a pas tenu compte en première année en optique géométrique, c'est justement ces phénomènes de diffraction. Et ces phénomènes de diffraction, dans le cadre de l'optique géométrique, ils peuvent être calculés à partir des résultats de ce paragraphe. Diffraction à l'infini. Alors, il y avait une question. Oui? Non? C'est bon. Alors, prenons le cas sans doute le plus simple de calcul de ces intégrales, le cas où vous avez une ouverture, ici, qui est un rectangle. Donc, copie rectangulaire, c'est le lancer cas particulier de l'ouverture rectangulaire. Voilà, donc l'ouverture, c'est donc un rectangle. Voilà, vous avez un écran opaque autour. Et les dimensions de cette ouverture. A et B. Donc, latéralement à l'horizontale, le trou compris entre A sur 2 et moins A sur 2. À la verticale, entre moins B sur 2 et B sur 2. Voilà. Cet axe horizontal, c'est l'axe X, l'axe vertical, ce sera grand Y. Et donc, je réécris l'expression générale de l'amplitude diffractée dans la direction du point P. Donc, c'est proportionnel, constante de proportionnalité d'état, à la somme, pour l'ensemble des points P appartenant à cette ouverture, à la somme de θ. Alors, j'ai un produit scalaire. Vous connaissez l'expression produit scalaire. Qu'est-ce que c'est que le point PI? Le point PI, c'est un point qui appartient à l'ouverture. Ici, l'ouverture rectangulaire. Donc, c'est un point qui est... Là, j'ai dessiné dans le plan du tableau l'ouverture. C'est un point qui appartient au plan du tableau. Voilà. En voilà un, par exemple, du point PI. Donc, si je place l'origine de mon repère grand X, grand Y, grand Z en ce point O, centre de l'ouverture, bien le point PI, il n'a des composantes que suivant X et Y. Il appartient à ce point. Le produit scalaire, exponentielle J, K scalaire EPI. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la formule du produit scalaire. Il suffit que je multiplie la composante suivant X du vecteur K par l'abscisse, grand X, du point PI. Et puis je passe la même chose pour Y.
le point pays n'a pas de composante suivant grand Z, par définition, par construction, donc je peux m'arrêter là. Voilà, l'élément de surface. Alors l'élément de surface, tant qu'à faire, c'est facile à exprimer en fonction de x et y. Si je prends un petit élément de surface autour du point pays qui est la tête d'un petit rectangle, ben, ce petit rectangle, il a pour largeur d grand X et pour hauteur d grand Y. Voilà, autour de ce point pays. Donc l'élément de surface, c'est d grand X, d grand Y. Donc à partir de là, comme j'ai deux variables d'intégration, je suis en train d'intégrer sur un plan. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des intégrales multiples normales, vous avez fait. Oui. Bon. Alors, de toute façon, ici, les deux variables sont découpées. Je peux mettre, pour la forme mathématique, deux signes intégrales, puisque je fais apparaître là deux variables d'intégration. Et je vois tout de suite que les deux variables peuvent être découplées. Je peux intégrer d'abord sur x, puis ensuite sur y. Donc, je fais sortir la partie en x. Ça me fait. Donc l'amplitude diffractée dans la direction de t, c'est donc bêta fois une première somme sur x. Donc x appartenant à l'intervalle moins sur 2 a sur 2. Donc l'exponentielle jkx fois grand x, d grand x, et puis multiplié par une deuxième intégrale qui porte uniquement sur y. Donc y appartenant à l'intervalle moins b sur 2 b sur 2 de exponentielle j ky fois grand y dy. Voilà, oui. J'ai pas compris, on avait que k scalaire EPI, ça fait kx scalaire. Alors, le vecteur k, il a trois composants. Kx, ky, kz. C'est surtout pour le Et au PI, le point PI, il appartient au plan du tableau. Il a donc deux composants, suivant grand X et grand Y. Donc, grand X, grand Y, et sa cote Z, c'est 0. Ces composants que vous avez appelés comme... Voilà, j'ai placé l'origine au point haut. D'accord? Non, j'ai juste l'impression que vous les avez appelés ces coordonnées comme des axes, je ne sais pas. Bah, il faudrait que je mette X de pays, grand Y de pays, voilà. Ce serait juste un peu long. J'appelle grand X, grand Y, les coordonnées du point pays. Et donc on a deux intégrales qui sont en fait exactement du même type, hein, ils ont la même forme à calculer. Alors elles ne sont pas très compliquées. Mettons que cette intégrale, je l'appelle allez, I1 comme intégrale 1. Qu'est-ce que ça donne? Alors, I1. Donc, j'intègre sur grand X. Donc, une primitive, c'est quoi? C'est exponentielle jkx grand X sur jkx. Et les bandes d'intégration, c'est moins 1 sur 2 et a sur 2. Donc ça, c'est exponentielle jk a sur 2, moins exponentielle moins jk a sur 2, et le tout divisé encore par jkx. Alors, je vois que le terme du haut, ça ressemble bien à un sinus. Donc j'ai envie de faire apparaître ce sinus. Pour faire apparaître le sinus, il faudrait qu'il y ait un 2j en bas. Alors je rajoute le 2. Il vaut mieux adapter au fur et à mesure. Je prends mes désirs pour des réalités, je mets mon 2j en dessous. Donc je mets le 2 au-dessus, bien sûr, pour compenser. Bon. Le kx, j'ai oublié de mettre x ici. Voilà. Alors, je m'aperçois donc que je vais, avec ça, je vais avoir un sinus de kx a sur 2, mais divisé par kx. Alors moi, j'aimerais bien ramener à une formule plus simple qui fasse apparaître le sinus cardinal. Je rappelle, sinus cardinal de truc, c'est sinus de truc sur truc. Donc je veux faire apparaître tout ce qui manque. Ici, j'ai juste kx, j'aimerais bien avoir aussi kx a sur 2, l'argument du sinus. Et ce que je fais, je le fais apparaître. Donc je rajoute le a sur 2 au dénominateur, et je rajoute aussi au numérateur, a sur 2. Donc cette intégrale I1,
intégrale sur x, elle vaut, je vais tromper, 1 fois, ben, tout ce qui est dans la parenthèse divisé par 2j, c'est sinus de kx a sur 2, sinus de kx fois a sur 2, et il reste bien en dessous kx a sur 2. Voilà, j'ai réussi à faire apparaître un sinus cardinal. Ceci, c'est donc petit a fois, par définition, la fonction sinus cardinal prise pour kx a sur 2. Il est évident que je ne vais pas refaire le même calcul pour y, c'est exactement la même forme d'intégrale, je vais donner directement le résultat. Pour y. Pour, allez, intégrale à côté, il y a I2. Et donc j'obtiens l'amplitude diffractée dans la direction du point P, caractérisée par ce vecteur d'onde K, de coordonnées Kx, Y, Kz. Elle est donnée par, donc, une constante bêta multipliée par petit a sinus cardinal de tout ça, donc kx a sur 2. Et puis si je fais la même intégrale sur y, j'aurai évidemment de la même façon petit b fois sinus cardinal de ky b sur 2. Une fois que j'ai l'amplitude, j'ai aussi l'intensité. L'intensité, c'est donc le module de l'amplitude au carré. Et donc, ça va me donner ce terme-là au carré, je vais l'appeler I0, fois le sinus cardinal carré du premier terme, kx a sur 2, fois le sinus cardinal carré du deuxième terme. Alors, cas particulier, si vous regardez dans la direction qui est exactement perpendiculaire au plan de l'écran, c'est-à-dire si vous regardez dans la direction de l'onde incidente. En particulier, dans la direction de l'onde incidente, vous avez kx égale ky est égal à 0. Et les sinus, le sinus cardinal de 0, il vaut 1. J'avais déjà expliqué dans le cas des interférences. Or, sinus cardinal carré de 0, c'est égal à 1. Donc, l'intensité qui est observée dans la direction de ce point-là, kx est égal à 0, ky est égal à 0, ben c'est justement I0 fois 1 fois 1, c'est-à-dire c'est I0. Donc voilà la justification de ce nom I0. D'une part, il s'agit de l'intensité qui est diffractée dans la direction de l'onde incidente. Et d'autre part, il s'agit aussi, on pourrait écrire Imax, parce qu'il s'agit aussi de la valeur maximum de cette fonction, un sinus cardinal. Si vous regardez la fonction sinus cardinal carré qui est représenté ici, vous apercevez que le maximum de cette fonction, il a lieu pour l'argument nul, il vaut 1. Donc en fait, ce I0, c'est à la fois l'intensité lumineuse maximum qu'on observe sur l'écran, placée dans le plan focal image d'une lentille convergente, ou à l'infini, ça revient au même, et c'est en même temps l'intensité qui est diffractée dans la direction de l'onde incidente. Voilà, donc c'est I0. I0, c'est l'intensité maximum, et c'est l'intensité diffractée dans la direction de l'onde incidente. Voilà. Oui, question. Pourquoi vous dites que I c'est égal à l'amplitude de A au carré? L'intensité est toujours proportionnelle au carré de l'amplitude. Alors l'amplitude de quoi? Par exemple pour le champ électrique,
Hein, je vous ai montré l'intensité au sens de l'électromagnétisme. La formule rigoureuse, quand on est dans le vide ou dans l'air, c'est E carré sur mu0c. Et je vous avais dit, dès le début du chapitre des interférences, en optique, on ne s'intéresse, en optique ondulatoire, on ne s'intéresse qu'aux variations relatives de l'intensité, donc on enlève toutes les constantes de proportionnalité. Par exemple, le terme mu0c, qui dépend de rien, c'est une constante. Donc on pose toujours intensité égale carré d'une amplitude, valeur moyenne du carré. Ben voilà ce que je suis en train de faire. D'autres questions? Ça marche comme ça, valeur moyenne du valeur. Voilà. Tout ce qui m'intéresse à la fin, c'est les variations d'intensité lumineuse sur l'écran. Donc les constantes de proportionnalité, ici, ne jouent absolument aucun rôle pour ces variations relatives. Alors, donc regardez à quoi ça ressemble. Ici, je vous remontre la grille. Vous pouvez d'ailleurs la découper, cette partie-là. Ce qu'on vient de montrer, c'est que l'intensité diffractée varie en fonction de la direction. Hein. Je redonne le sens physique, parce que la première fois qu'on voit ce calcul, on s'y perd un petit peu. Kx et Ky, c'est quoi? Ce sont les composantes selon x et y, du vecteur donc k, on va faire dans la direction duquel on va observer l'intensité lumineuse. Donc, vous êtes d'accord, cette intensité diffractée, elle dépend bien de la direction dans laquelle on observe. Voilà. Et comment elle en dépend? On voit sa tête ici, quand on regarde un terme, le terme en x, on voit comment on varie. On aura le maximum d'intensité lumineuse dans la direction de l'onation, c'est-à-dire perpendiculairement à l'écran, et puis l'intensité lumineuse, elle va très rapidement diminuer. On peut montrer ici que l'air du premier pic, là, la courbe, pic central, c'est environ 95% de l'air total sous la courbe. Donc c'est là que on va observer le maximum d'intensité lumineuse, et en terminale, vous allez faire des TP en mesurant la largeur de la tâche centrale de diffraction. C'est ça la tâche centrale de diffraction. On va quantifier un petit peu maintenant, et voilà à quoi ça correspond. Si on veut représenter graphiquement ce produit sinus cardinal en X et sinus cardinal en Y, qu'est-ce que ça donne? Alors je ne sais pas si vous l'avez dans le... Non, j'ai pas dû mettre ça dans le télécopier, mais voilà ce que ça donne. Voilà ce que vous allez observer sur un écran. Si vous faites passer l'onde plane, donc l'onde qui provient par exemple d'un laser, à travers une fente rectangulaire. Vous allez observer un maximum d'intensité lumineuse ici. Ça, c'est décrit par le sinus cardinal carré, c'est le pic central. Donc l'intensité que vous avez ici au centre, ça correspond au I0 que j'ai écrit là-bas. Et puis ensuite, là, vous voyez, vous avez des zones complètement sombres, puis de nouveau la lumière, puis des zones complètement sombres. Voilà, à 3 dimensions, l'intensité représentée en hauteur en fonction des coordonnées x, y, donc kx, ky. Regardez en même. Vous voyez un peu la tête que ça. Si vous voulez, cette image-là, c'est comme celle-ci, mais vue de haut. Alors, allez, on va déjà calculer, c'est assez rapide, les zones dans lesquelles on n'observe pas du tout de lumière, à partir de cette formule-ci. Il suffit de regarder quand s'annule un sinus cardinal. Ou un sinus cardinal carré, c'est exactement la même chose. Je vous rappelle que dans sinus cardinal, il y a sinus en haut. Ça veut dire que pour trouver les annulations, il suffit de se demander quand le sinus s'annule. Donc, annulation lorsque... Alors, en ce qui concerne le premier terme, sinus cardinal carré de kx a sur 2 est égal à 0. Pour que ça s'annule, il suffit que kx a sur 2 soit égal à un multiple entier non nul de pi. Et entier non nul. Pourquoi non nul? Parce que je vous rappelle que le sinus cardinal de 0, c'est 0. Il y a quand même x au dénominateur. Donc, à quelle valeur de x ça correspond? Ça correspond à kx égale
P fois 2pi sur A. Kx, c'est quoi? C'est... Alors, pour introduire, oui, alors déjà avoir une formule correcte, je sais que pour cette valeur de Kx, j'ai une annulation. Évidemment, pour Y, la formule correspondante, c'est de même qui s'annule lorsque Ky égale, allez, je vais écrire P', parce que c'est un autre entier indépendant, P' fois 2pi sur B, P' entier non nul. Entier relatif, hein, non nul. Alors, à quoi ça correspond ça aussi géométriquement? Je vais vous donner, je crois que je ne vous l'ai pas encore donné, ce petit schéma ici. Voilà, donc vous voyez déjà sur la figure, j'introduis deux angles qui sont notés θx et θy. Alors comment est-ce qu'ils sont définis? Vous avez une ouverture ici. Donc jusque-là, ce qu'on vient de considérer, le calcul qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est vous avez un écran en carton, mettons, et vous avez versé une ouverture rectangulaire dedans. Une petite ouverture. On va voir ce qui se passe, bien sûr, si très rapide de voir ce qui se passe si l'ouverture est grande devant la longueur d'onde. Donc, vous avez la direction ici, qui est la direction perpendiculaire à cette ouverture, c'est la direction de l'onde incidente plane, onde plane, normale à l'ouverture. Et par rapport à cette direction, eh bien, on repère donc le vecteur d'onde, la direction d'observation, elle est donnée par ce vecteur K, correspondant à un point d'observation très éloigné. Alors, ce vecteur d'onde là que j'ai représenté en rouge, je ne sais pas d'ailleurs s'il apparaît sur votre figure, si vous pouvez le remettre, vous pouvez le mettre en rouge par exemple pour distinguer les autres. Il fait avec la direction de l'onde incidente, il fait à l'horizontale un angle θ, c'est θx, il fait un angle. Vous voyez le point P, il a pour coordonnée grand X, grand Y sur cet écran. Eh bien, le vecteur d'onde K, il fait un angle θx avec le plan YZ. Il fait un angle θy avec le plan XZ. Autrement dit, je peux, juste pour donner une interprétation géométrique à ces valeurs de Kx et Ky, je vais me servir de ces angles que je viens d'introduire et je pose donc on pose K égale donc K sinus θx, ça c'est sa composante suivant X, K sinus θy, ça c'est sa composante suivant Y, et on va considérer des points P qui sont pas trop éloignés de la direction normale au plan d'incidence, c'est-à-dire pas trop éloignés de la direction de l'onde incidente. Et donc KZ, qui voit à peu près là, si le point P d'observation est proche de la direction de l'onde incidente. Bon, là, je pourrais le noter, laisser KZ. Oui. Alors, le plan, ça c'est le plan de l'ouverture diffractante. Voilà, une petite ouverture ici. Et je place très loin un écran parallèlement à cette ouverture. Voilà. Donc, le point P où j'essaie de calculer l'intensité lumineuse, c'est celui-là. Il a pour coordonnées grand Y, grand X. Donc X et Y, ils appartiennent à un plan qui est perpendiculaire à la direction Z de l'onde incidente. Voilà. Alors, vu de haut, ce vecteur K, il fait un angle θx avec la direction de l'onde incidente. Et vu du côté, ce vecteur d'onde K, il fait un angle θy avec la direction du plan avec la direction de l'onde incidente. Donc, je
j'ai juste à transformer ma condition sur kx et ky en une condition sur les angles θx et θy qui caractérisent le point P d'observation. Donc, qu'est-ce que ça donne en utilisant ces notations-là? Je rappelle que K, c'est pareil que 2pi sur lambda. Bon, je vais l'écrire en dessous. Kx égale P fois 2pi sur 1. C'est équivalent à dire que K sinus θx est égal à P fois 2pi sur 1. Et K, c'est 2pi sur lambda. 2pi sur lambda sinus θx égale P fois 2pi sur 1. Autrement dit, sinus θx est égal à P fois lambda sur 1. Voilà. Donc, à chaque fois que cette condition est remplie, avec P entier non nul, P, allez, mathématiquement, entier relatif non nul, je crois qu'on a comme ça, Z étoile. À chaque fois que cette condition est remplie, eh bien, vous avez un zéro d'intensité. Donc, I est nul. Si sin θx égale P fois lambda sur A, ou bien sûr sur Y, c'est le même genre de calcul, ou si sinus de θy égale P fois lambda sur B. Alors c'est un entier différent a priori, et P appartenant aussi à B. Voilà. Donc je rappelle la formule du cours. I sinus cardinal carré kx a sur 2. Sinus cardinal carré ky b sur 2. Bon. Donc je vais rechercher les valeurs de kx et donc les valeurs de x qui correspondent à une annulation déjà de ce terme-là. Quand est-ce que c'est égal à 0 ce terme-là? Ben, le sinus cardinal, il s'annule pour toutes les valeurs de multiples de pi, sauf la valeur 0, parce que sinus cardinal de 0, ça fait 1. Donc, pour que le sinus cardinal carré soit nul, il faut que... Alors, ce terme-là, qui doit être égal à 0 pour que j'observe aucune intensité lumineuse, je vais l'appeler IX. On le fera après. Vous voyez l'allure de la figure de diffraction. Il y a des annulations suivant x et il y a aussi des annulations suivant y. Mais comme c'est la même forme mathématique, ce ne sera pas difficile, une fois que j'ai traité l'un, de donner directement les résultats sur l'autre. Pour que l'intensité s'annule, il suffit que l'un des deux termes soit nul. Ou les deux, bien sûr. Alors, pour que ce premier terme soit nul, terme que je baptise ix. Donc je répète, il suffit que l'argument soit un multiple non nul de pi. Annulation de ix pour kx a sur 2 égale un certain nombre de fois entier pi avec p qui est non nul. Donc Z étoile. Alors, bien sûr, ça me donne kx est égal à p fois 2pi sur a. Mais je veux relier ça à x. Alors, je commence par rappeler que, regardez sur le schéma, qu'est-ce que c'est que kx? C'est la composante du vecteur d'onde k de module k, ou de pi sur lambda, multiplié par sinus de θ. C'est θx ici d'ailleurs. Hein, on regarde de profil dans le plan zx. Donc, ce kx, c'est k sinus θx. K, c'est aussi 2pi sur lambda. Donc, je peux écrire 2pi sur lambda sinus θx. C'est ça qui doit valoir p fois 2pi sur lambda avec p entier. Bon, si maintenant j'admets qu'on a des petits angles, ce qui est le cas ici, hein, quand on regardera les valeurs numériques qui sont proposées, ça me fait que sinus θx, vous en avez l'habitude, c'est quasiment égal à θx. C'est quasiment aussi égal à tangente θx. Allez, égal quasiment à tangente θx. Or,
Quand on regarde sur la partie droite de la figure là, que vous avez sous les yeux, qu'est-ce que c'est que tangente θx? Pourquoi j'ai introduit ici tangente θx? C'est égal à un rapport de deux longueurs sur le schéma. C'est quoi? Tangente θx en fait. Voilà, c'est x sur f. Alors, je l'ai piqué dans un bouquin, ce schéma, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit f. En fait, c'est ce qu'on devrait appeler f', puisque la lumière vient de la gauche. C'est le plan focal image. Hein. Donc moi, je vais mettre x sur f', puis vous pouvez rajouter un petit prime sur le schéma. Voilà, donc sinus θx, finalement, au moins pour des petits angles, c'est quasiment x sur f'. Donc, je peux remplacer sinus θx par cette expression, ici, dans cette équation. Ça me donne donc 2pi sur lambda fois sinus θx, qui est x sur f', est égal à un multiple entier de 2pi sur a. Bon, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les valeurs de x sur l'écran pour lesquelles j'observe 0 intensité. Donc, j'isole x, ça me fait x est égal à un certain nombre de fois. Les 2pi, ils se simplifient. Lambda, f' sur a. Voilà. Donc, pour toutes les valeurs multiples de lambda f' sur a, sauf la valeur nulle, puisque P doit être différent de 0 depuis le début, je vais observer un minimum d'intensité. Donc, P, élément de Z étoile. Donc ça, je redis, ce sont les valeurs de X sur l'écran pour lesquelles je dois observer 0 intensité. Donc, annulation, je vous réponds juste après. Annulation de l'intensité de I, déjà lorsque X vaut un certain nombre de fois lambda f' sur A. Ce n'est pas la seule possibilité, puisqu'il y a aussi un terme en Y qui peut s'annuler indépendamment de celui sur X. Là, j'ai X, là, j'ai relié juste X et A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant en pratique? On va aller regarder sur le petit dessin qui représente la figure de diffraction à l'échelle réelle. On va regarder quelle est la valeur, quelles sont les valeurs de X, on va les mesurer avec la règle, quelles sont les valeurs de X qui effectivement conduisent à une annulation de l'intensité, et on va en déduire la valeur de A correspondante. Donc, si c'est ce que vous voulez dire, je peux inverser cette relation et isoler A à la place de X. Donc, c'est équivalent à dire que où A. Parce que ça, on sait le mesurer. Sur la figure de diffraction, qu'est-ce que vous voyez le long de l'axe X? Si vous bougez, par exemple, au centre, hein, pour Y égale à 0, vous déplacez le long de l'axe X. Vous passez au centre, vous avez de la lumière. Vous déplacez un petit peu, au bout d'un moment, vous n'avez plus rien. De la lumière, plus rien, etc. Donc, je peux mesurer les valeurs de X pour lesquelles je n'ai pas de lumière. Voilà. Donc, je vais en déduire A par, simplement, si j'ai... alors, je vais pas l'écrire tout de suite comme ça. Je vais chercher d'abord cette valeur de X pour le premier cas, à partir du centre, où j'ai 0 intensité. Alors, je redessine là au tableau ce que vous avez, vous, sur votre feuille. En gros, la figure de diffraction, elle ressemble à ceci. Donc, vous avez la tâche centrale qui est 2 fois plus large dans les deux directions que les tâches secondaires. C'est juste une généralisation de ce que vous avez vu, parce que c'est au programme au lycée. Vous avez vu le cas de la diffraction par une fente infiniment longue. Je vais revenir après. Vous avez juste une dimension, mais vous avez toujours, dans ce cas-là, vous avez une tâche centrale qui est 2 fois plus large que les tâches secondaires. Voilà, ça, vous avez dû le voir au moins en TP. Donc, je représente ça ici. Voilà, première tâche secondaire. Deuxième tâche secondaire. Voilà. Sauf que l'axe X, c'est l'axe vertical. Donc, je vais dessiner aussi à la verticale, première tâche secondaire. Voilà, vous avez quelque chose comme ça. Alors, je ne dessine pas tout. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que si ces petits carrés hachurés représentent l'intensité, la distribution de l'intensité lumineuse sur l'écran, c'est la tâche centrale qui représente plus de 95% de l'intensité lumineuse totale sur l'écran. Donc c'est une frange centrale très brillante. Et plus vous écartez du centre, dans toutes les directions, plus l'intensité diminue. L'intensité, il y a aussi, par exemple, ici,
Vous avez aussi un petit peu de lumière, mais l'intensité ici est encore plus faible que sur les deux tâches latérales, sur les deux tâches secondaires au même niveau. Voilà, donc allez-y maintenant, comment faire pour obtenir la première valeur, c'est-à-dire pour obtenir lambda f' sur a. Concrètement, sur le dessin, ça représente quoi? Ça représente la distance dont je dois me déplacer à partir du centre, x égale à 0, la distance dont je dois me déplacer le long de l'axe x pour arriver sur la première zone noire. Comment faire pour mesurer précisément cette largeur-là? Voilà, on en prend plusieurs, on divise. Alors, il faut juste faire attention à un truc. Si vous avez en tête que l'expression et la représentation graphique du sinus cardinal, vous avez dû retenir que la largeur ici de la tâche centrale est 2 fois plus importante que la largeur des tâches secondaires. Pourquoi? Alors, je vous le refais rapidement. Voilà l'allure d'un sinus cardinal carré. J'avais déjà dû le faire dans le cours. Vous avez des annulations pour toutes les valeurs multiples de pi, mais pas d'annulation au centre. Donc, l'allure du sinus cardinal carré, c'est ceci. Voilà. Alors, carré, donc c'est toujours positif. Voilà. L'amplitude décroît très vite, mais pas d'annulation au centre. Donc, la largeur de la tâche centrale est 2 fois plus importante que la largeur des tâches secondaires. C'est aussi un résultat que vous avez peut-être vu expérimentalement en TP diffraction au lycée. Bon, ça se généralise à 2 dimensions, hein, puisqu'on a la même expression, sinus cardinal carré sur y et sur x. Donc, pour mesurer ça, allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le plus possible de tâches centrales et secondaires, puis vous allez diviser par ce qu'il faut. Donc, par exemple, moi, parce que je n'ai pas envie de dessiner tout ce que vous avez sur votre schéma, qu'est-ce que je vois au tableau? Si je mesure la distance entre ce point-ci et ce point-là, qu'est-ce que j'ai comme distance ici? Si ça, c'est la largeur de la tâche centrale, si je l'appelle L, ici j'ai encore L, ici j'ai encore L, au total j'ai 3 L, sachant que L, c'est en fait lambda f' sur A. D'accord? Donc, cette distance-là, c'est 3 lambda f' sur A. D'accord? Donc, allez-y, vous généralisez ça à vous, des tâches secondaires dans cette direction X, je ne sais plus combien on en voit, vous regardez et vous me dites le plus précisément possible que vaut la distance X que j'ai représentée en vert, qui correspond à la première annulation. J'ai dit une bêtise avec le lambda f' sur A. Ce X, c'est lambda f' sur A. Donc, la largeur de la tâche centrale, c'est 2 lambda f' sur A, déjà. Là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Cette longueur-là, c'est 6 lambda f' sur A. Voilà, donc vous adaptez. Ici, on voit la tâche centrale plus 5 tâches au-dessus, 5 tâches en dessous, tâches secondaires. Qu'est-ce que ça donne? Ça en donne 10. Vous avez 5 tâches au-dessus, 5 tâches en dessous. Chaque tâche correspond à lambda f' sur A. Et la tâche centrale, c'est 2. Donc la distance entre les 2 points extrêmes, ça fait 12 lambda f' sur A. D'accord? 11. Ah, en dessous, on n'en voit que 4, excusez-moi. Effectivement, donc on peut mesurer, ce qu'on peut mesurer au maximum, c'est 11 fois lambda f' sur A. Donc sur la figure de diffraction, on observe que 11 fois lambda f' sur A, ça fait combien de centimètres et millimètres en gros? 3,1 centimètres. Voilà. Et moi, ce que je cherche à obtenir, c'est la valeur, pour l'instant, de lambda f' sur A. Donc, on divise par 11, ça nous fait lambda f' sur A. Bon, ça fait un peu moins de 3 mm, donc probablement, ou 3 mm. Vous me dites combien ça fait? Voilà, quelqu'un d'autre confirme, c'est ça, hein? Voilà. Bon, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour calculer la valeur de A.
j'isole A. Ça fait A égale lambda f'. Alors, lambda, j'ai dû le donner. Laser hélium-néon, 632 nanomètres. F', 2 mètres. Sur 2,8 mm. Voilà. Alors on peut faire, comme d'habitude, je vous conseille de faire toujours grosso modo un calcul de tête. Là j'ai 2 sur 3, allez ça fait 1. Je divise par 10 puissance moins 3, ça fait fois 10 puissance 3, 10 puissance moins 6 au numérateur, 632, 10 moins 6. Donc j'ai en gros quelque chose qui est de l'ordre de 500, 10 puissance moins 6. 500 à 10 puissance moins 6, c'est les microns. Donc ça fait quelque chose de l'ordre de 0,5 mm. Voilà, juste en ordre de grandeur. Alors après, on prend sa calculatrice, et peut-être que certains ont déjà trouvé, ça fait combien? 0,445? Voilà. Je vous conseille honnêtement de toujours faire un petit calcul en ordre de grandeur avant de prendre votre calculatrice. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vérifier 3 fois le résultat. Non, c'est 0,451. D'accord. Voilà. Bon, on fait le même calcul pour la direction perpendiculaire, la direction Y. Et évidemment, on ne va pas refaire tout le raisonnement. On va écrire de même pour Y, de même dans la direction Y. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer sur cette figure de diffraction? Je vois la tâche centrale et je vois 4 tâches à droite, 4 tâches à gauche. Donc, ça nous fait 10 fois lambda f' sur A. Lambda f' sur B, pardon. 10 fois lambda f' sur B, c'est la distance entre les deux points extrêmes qu'on peut mesurer sur la figure qui correspondent à des annulations de l'intensité. Ça fait combien? 4,2 cm? Voilà. Pour Y, KY, il est égal aussi à K sinus. Alors, KY, il est égal à K sinus de θY, donc θ correspondant. Et ce θY, il est égal à Y sur F'. Et K, c'est bien sûr, c'est toujours 2π sur lambda. Donc, on a exactement les mêmes formules, simplement on remplace X égale P fois lambda F' sur A par Y égale un certain nombre P', mettons, fois lambda F' sur B. Donc, de la même façon, bien sûr, ça nous fait diviser par 10, là c'est facile, diviser sur B, ça fait donc 4,2 mm, et il fallait en déduire la largeur du rectangle, donc c'est B égale lambda F', le même, 632 nanomètres fois F' sur 4,2 mm. Voilà. Ça doit toujours être du même ordre de grandeur. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait le calcul? 0,3, est-ce qu'il y a un autre chiffre significatif derrière 0,3, 0 ou pas? Bon, d'accord, donc 3. Allez, 0,3 mm, 0,30 je vais dire. Voilà. Donc vous voyez comment on relie ces composantes Kx et Ky qui peuvent vous sembler un petit peu abstraites par des mesures de longueur concrètement sur un écran qui est placé à l'infini ou ce qui revient au même sur un écran qui est placé dans le plan focal image d'une lentille convergente. Voilà. On arrive à retrouver les dimensions de l'ouverture diffractante quand on a des dimensions caractéristiques sur la figure de diffraction. Dans la deuxième question, je demande ce qu'on observerait si la fente était infiniment étroite. Alors, regardez déjà, si je résume, selon x, l'ouverture, alors x c'est la verticale, l'ouverture on avait trouvé combien? 0,4 mm, c'est ça? 0, ah merci, 451 mm, et seulement 0,3 mm suivant y.
Voilà. Donc la fente, elle avait en gros, elle avait cette tête-là. Là, c'était l'axe grand X. Attendez, non, grand X, c'était... oui, c'est ça. Grand X et grand Y. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Suivant la verticale, vous avez une fente qui est plus grande verticalement que large, horizontalement. Et sur la figure de diffraction, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que les taches sont plus resserrées verticalement. Donc ça, c'est une règle générale, c'est facile à voir directement sur les formules. Plus l'ouverture est grande dans une dimension, plus les taches sont resserrées. Je l'écris. Donc plus l'ouverture est grande dans une direction, plus les tâches de diffraction sont resserrées dans la même direction. Or, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ces tâches de diffraction, leur intensité diminue très rapidement quand on s'écarte du centre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'on dilate ici cette longueur, là, par exemple, suivant x, on la dilate indéfiniment. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Ces tâches de diffraction, elles seraient de plus en plus resserrées sur cet axe-là. Et donc, on ne verrait quasiment plus de lumière en dehors de cet axe-là. Alors, je ne sais pas si c'est ce que j'ai demandé dans l'énoncé, c'est exactement l'inverse. Le A, c'était ça. Et B, c'est ça. Donc, imaginez que je dilate la largeur B indéfiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les tâches de diffraction, les tâches secondaires de diffraction, que j'ai représentées ici, elles vont se resserrer sur l'axe X. D'accord? Elles vont se resserrer indéfiniment. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la limite si cette largeur B, si la largeur B de l'ouverture tend vers l'infini, c'est-à-dire si j'ai non pas une ouverture rectangulaire, mais si j'ai une fente quasiment infinie dans la direction Y, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes ces tâches latérales de diffraction, elles vont venir se resserrer le long de l'axe X. Autrement dit, à la limite, puisque ces tâches ont des intensités qui tendent très rapidement vers 0, toute cette intensité va venir se resserrer sur l'axe X, et en dehors de l'axe X, je ne verrai plus rien. Autrement dit, on va retrouver ce que vous avez vu expérimentalement en terminale, cette figure de diffraction un petit peu compliquée, elle va se résumer à ceci. Vous aurez une tâche centrale de diffraction, et puis vous aurez des tâches secondaires qui sont toutes alignées. Voilà. Donc la figure de diffraction, dans ce cas-là, elle sera constituée en quelque sorte d'une droite en pointillé, à ceci près que le pointillé central est 2 fois plus large que les pointillés latéraux. Voilà, c'est ce que vous avez dû voir utiliser expérimentalement en terminale. Si, attention, quand vous avez fait des expériences en terminale sur la diffraction, quelle était la taille, en gros, des fentes ou des obstacles que vous avez utilisés? Ordre de grandeur. Pardon? Un micromètre? Vous avez utilisé des ouvertures vraiment d'1 micromètre? Sûrement moins? Quand vous avez utilisé des fentes ou des... Vous les voyez. Donc c'était quel ordre de grandeur à votre avis? C'était du millimètre, ou peut-être un millimètre, ça commence à devenir un petit peu grand, mais c'était entre le micromètre et le millimètre. Typiquement 100 micromètres, vous pouvez faire des choses assez facilement. Donc, ce que vous venez de me dire, c'est malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on voit dans des bouquins en terminale, c'est on a de la diffraction seulement si la longueur d'onde est de l'ordre de la taille de l'ouverture. En fait, on a tout le temps de la diffraction, sauf si l'ouverture est très très grande devant la longueur d'onde. C'est ça qu'il faudrait dire. Alors,
typiquement, si vous avez utilisé, par exemple, si vous avez fait de la diffraction par un cheveu, on peut montrer d'ailleurs que c'est exactement la même chose que si vous faisiez la diffraction par une ouverture qui a la même épaisseur. Quelle est l'épaisseur d'un cheveu? C'est typiquement 100 micromètres. Bon, ça dépend des cheveux, bien sûr, hein. Entre 50 et 200 micromètres d'épaisseur. Voilà l'ordre de grandeur. Ben, mettons à 100 micromètres, ça marche très bien, vous faites très bien de la diffraction. Ça veut dire que la taille caractéristique de l'ouverture, c'est de l'ordre de 100 micromètres. Or, lambda, c'est de l'ordre de moins d'un micromètre, sinon on ne le verrait pas. 0,5 micromètres. Et pourtant, vous voyez quand même, on fait quand même des expériences de diffraction avec ça. D'accord ? Donc, il faut retenir que la diffraction, on la voit tout le temps, sauf si l'ouverture a des dimensions très très grandes devant la longueur d'onde. Voilà. Donc, il ne faut pas dire qu'à partir du moment où l'ouverture est supérieure à la longueur d'onde, ça y est, on ne voit plus rien. Non, mais ça me paraissait bizarre que d'imaginer que si B devenait très grand et A aussi très grand, c'est-à-dire que le trou devenait vraiment très grand et que le point se refermait en fait. Eh ben, est-ce que ça vous semble vraiment bizarre? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Au début, c'est Oui. grand, mais si c'est vraiment trop grand. Vous prenez par exemple un laser, vous l'envoyez dans la pièce, et comme obstacle, vous mettez non pas un petit trou comme ça, vous prenez un cadre de tableau par exemple, voilà. Vous envoyez le laser dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Le laser il va continuer tout droit, autrement dit sur l'impact sur le mur, ça sera à la limite un point. Bon, alors il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre parce que le laser il est quand même diffracté par autre chose. Avant que vous mettiez votre cadre de tableau là, par quoi est diffracté le laser? Par quoi il est obligé de passer le laser? Par son ouverture, il a une ouverture lui-même. Donc forcément, la lumière du laser elle est diffractée déjà en sortie du laser. Bon, ce qu'on néglige en général.